Salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver et aujourd'hui, comme vous le voyez, on poursuit notre petit cours de topologie. Au programme, on va parler de cette notion ultra importante d'équivalence de normes ou de distance. Et on commence par définir cette notion de norme équivalente. Alors, le cadre est celui habituel pour les normes, hein. Les espaces vectoriels et dans notre cours, on se place dans le monde des réels. On dira que deux normes, celle-ci et celle-ci, hein, que l'on peut différencier avec ce petit prime qui est là, sur eux sont équivalentes si et seulement si il existe deux réels strictement positifs A et B, tels que l'on ait cette double inégalité, et ce, quel que soit x appartenant à notre espace vectoriel réel. Donc vous voyez ici, hein, on a pu encadrer la norme prime de x avec la norme de x pour un certain réel A et un certain réel B. Ok, on aurait très bien pu, hein, dans la définition, mettre la norme sans le prime au centre et la norme avec le prime sur les extrémités. Et du coup, le choix des réels A et B s'en verrait logiquement impacté. Maintenant, définissons finalement, et ça ressemble hein, logiquement, la notion de distance équivalente. Donc vous avez vu, hein, le cadre a changé. Hein. On n'exige plus ici de travailler sur un espace vectoriel. On va considérer X un ensemble quelconque. On dira que deux distances D1 et D2 sont équivalentes sur X si et seulement si il existe A et B deux réels strictement positifs, tels que l'on ait cette double inégalité. Et ce, cette fois-ci, quel que soit xy appartenant à x. Ok? On parle de la norme d'un élément et on parle de la distance entre deux éléments. Donc c'est quasi la même définition, hein. On n'a strictement rien à retenir. Et c'est tellement corrélé qu'on a la proposition suivante. Si deux normes sont équivalentes sur E, alors leurs distances associées le sont aussi. Je vous rappelle hein, comment on associait une norme et une distance. Par exemple, vous aviez une norme qui était donnée par n de x. La distance du coup entre x et y était donnée par la norme de x moins y. Ok? Allez, maintenant, ultra important, cette notion de topologie, c'est-à-dire la définition des ouverts et des fermés. Si on considère deux distances, D1 et D2, qui sont équivalentes sur notre ensemble X, alors, trois résultats importants. Si xn converge vers x dans l'espace métrique x muni de sa distance D1, c'est équivalent à dire que xn converge vers x dans le deuxième espace x muni de la distance D2. Pareil, les fermés de cet espace xd1 sont les mêmes que les fermés dans l'espace xd2. Pour les ouverts, on a le même résultat. Les ouverts de notre espace métrique xd1 sont les ouverts de notre espace métrique xd2. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? Alors, on ne va pas démontrer toute cette proposition, mais regardez un petit peu comment on peut procéder pour comprendre ce qui est dit ici. On a les deux distances qui sont équivalentes. Donc du coup, on a cette double inégalité-là. On va prendre par exemple D2 de xy inférieur ou égal à A fois D1 de xy inférieur ou égal à un certain B fois distance D1 de xy. Ok? Et ce pour tout x, y appartenant à E. Par exemple, on va regarder la dernière proposition. Que les ouverts pour cet espace-là sont les mêmes que celui-ci. Du coup, il faudrait procéder comment? Par double inclusion. On va montrer du coup que les ouverts de cet espace-là sont les ouverts de cet espace-là. Donc comment on fait ça en mathématiques? On montre que si O est ouvert dans x d1, alors O est ouvert dans x d2. Et on fera la même chose dans l'autre sens. On montrera que si O est ouvert dans xd2, alors O est ouvert dans xd1 et on a montré la double inclusion et donc l'égalité que l'on recherche. Alors, j'ai mis la double inégalité ici en haut, hein, qu'on ait toujours en tête. Et on avait dit quoi dans la vidéo précédente? Ça veut dire quoi? O est un ouvert dans xd1. Ça veut dire que quel que soit l'élément x appartenant à O, on peut trouver une boule ouverte centrée en x pour un certain rayon à déterminer, tel que cette boule ouverte soit inclue dans O. D'accord? Donc on va le noter ici. O étant un ouvert dans xd1, alors pour tout x appartenant à O, d'accord, il existe un certain rayon R strictement positif, tel que la boule de centre X et de rayon R soit inclus dans O. Ça, on va le traduire, hein, ça veut dire quoi la boule de centre X et de rayon R? Donc c'est les Y qui appartiennent à X, tel que la distance entre X et Y soit inférieure strict à R.
Ok? Pour la distance 1. Mais regardez ici, on a quoi? On a distance 2 entre x et y est inférieure ou égale à b fois la distance 1 entre x et y. D'accord? Donc si on passe le b de l'autre côté, on a du coup ici 1 sur b, distance 2 entre x et y, inférieure ou égale à distance 1 entre x et y, qui est inférieure stricte à r. Et là, du coup, il est facile de voir, quand on regarde cette quantité-là et cette quantité-là, que l'on a ici distance 2 entre x et y est inférieure à BR. Et du coup, on a trouvé une boule de centre x et de rayon BR pour la distance 2, donc je vais noter B2, inclus dans O. Ce qui est du coup la définition de O est un ouvert dans x des 2. Ok? C'est trouver une boule centrée en x d'un certain rayon, inclus dans cette partie pour la distance de ce deuxième espace qui était D2. Et effectivement, pour plus de clarté, ici, il aurait été judicieux de noter ça plutôt B1. On fait pareil dans l'autre sens, et la propriété se démontre assez facilement. Pareil pour les deux autres. Donc vous voyez, hein, cette double inégalité nous permet de prouver ce résultat ultra important à retenir. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Puisque vous savez que les deux distances sont équivalentes, vous n'avez plus besoin de mentionner la distance avec laquelle vous travaillez pour dire que telle ou telle partie est ouverte ou fermée. Et on conclut sur la star de ce cours, un classique du genre, soit E un espace vectoriel réel de dimension important fini, alors toutes les normes sur E sont équivalentes. Donc du coup, une fois que vous êtes sur un espace de dimension finie, plus besoin de réfléchir à l'équivalence entre deux normes. Et si on revient à ce qu'on a dit avant, puisque dans un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, on n'a plus besoin de mentionner dans ce genre d'exercice quelle distance on utilise pour dire que telle ou telle partie est fermée ou ouverte. Puisque toutes les normes sont équivalentes dans un espace de dimension finie, alors tous les ouverts pour une distance sont donc des ouverts pour toutes les autres distances, ce qui facilite grandement le travail. Par contre, attention, ce n'est plus du tout le cas lorsque vous allez travailler dans des espaces de dimension infinie. Mais franchement, c'est vraiment pas le mal que je vous souhaite. Ok, pour finir, on fait un petit exercice pour voir si tout ça est bien compris. On rappelle que Rx désigne l'espace des polynômes à une indéterminée. Si P appartient à Rx, on pose norme 1 de P, l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de P dt. Et la norme 2 de P, c'est l'intégrale entre 2 et 3 de la valeur absolue de P de T dt. Donc ici, première chose, c'est qu'on n'a pas l'écriture suivante que vous avez l'habitude de voir, Rn de x. Donc on n'a pas de dimension finalement à coller à notre polynôme. Première question, on nous demande de montrer que N1 et N2 définissent deux normes. Donc première question, on va prendre la norme 1, N1 de P, qui est donnée par l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de P de T dt. Donc première chose, on va montrer que N1 de P égale à 0 si et seulement si P est le polynôme nul. Ok? Donc si P est le polynôme nul, on a quoi? On a norme 1 du polynôme nul, qui est l'intégrale entre 0 et 1 du polynôme nul, qui est donc égal à 0. Et de l'autre côté, si n p égale à 0, alors l'intégrale entre 0 et 1 de p de t dt en valeur absolue est égale à 0. Et à votre avis, puisque la valeur absolue de p de t est strictement positif et que l'intégrale représente une aire, comment l'aire comprise entre une fonction strictement positive et l'axe des abscisses peut être nulle sur le secteur 0,1? Bah seulement si la fonction est nulle. Ok? Donc vous voyez, hein, dès lors que vous avez une fonction qui se balade au-dessus, on se place entre 0 et 1. Quand on va regarder son aire ici, bah elle est forcément positive. On ne peut pas avoir ce phénomène de compensation avec la partie négative qui nous donnerait une intégrale qui vaut 0 sans que la fonction soit nulle. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas strictement positive. Mais comme c'est le cas ici, on a de facto valeur absolue de P de t qui doit être égale à 0 et donc P de t qui doit être le polynôme nul. Et on a montré l'homogénéité. Allez, on va faire un peu de place, on efface. Maintenant, montrons que N1 de lambda P est égal à la valeur absolue de lambda fois N1 de P pour tout lambda appartenant à R et pour tout P appartenant à Rx.
Alors, ici on a quoi? Ça vaut du coup intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de lambda p t dt. On sort tranquillement le terme lambda qui va garder sa valeur absolue, on le met devant l'intégrale et on trouve du coup valeur absolue de lambda n1 de p, le résultat escompté. On démonte maintenant l'inégalité triangulaire. On va prendre deux polynômes P1 et P2 et on va essayer de montrer que N1 de P1 plus P2 est inférieur ou égal à N1 de P1 plus N1 de P2. Donc ça c'est égal à quoi? À l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de P1 plus P2 dt. La valeur absolue, et on l'a dit dans les cours précédents, étant elle-même une norme, on a du coup inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de P1 valeur absolue plus P2 en valeur absolue, le tout dt. Et en utilisant la linéarité de l'intégrale, on trouve du coup n1 de P1 plus n1 de P2. Et on vient de montrer l'inégalité triangulaire. Allez, on efface tout ça. Et maintenant, vous comprenez bien hein, que si on était dans Rn de x, donc dans un espace de dimension finie, la question 2 n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On dirait quoi? Oui, elles sont équivalentes puisqu'on est dans un espace de dimension finie. Donc là, on voit qu'on ne va pas pouvoir utiliser cette astuce. Donc une chose maintenant qu'il faut retenir pour ce type de question, c'est lorsqu'on a cette égalité entre deux normes, hein, n1 inférieur ou égal à un certain grand b fois n2, en fait, en quelque sorte, on est en train d'écrire ici que n1 sur n2 est inférieur ou égal à b. Ok? Puisque n1 et n2 sont deux normes, cette quantité est supérieure ou égale à 0. Donc on est en train de dire que n1 sur n2 est quelque chose qui est borné. Et on va à l'aide d'une astuce hein, montrer que ce n'est pas le cas et que ça ne peut pas être le cas. Donc regardez, je vais vous donner un truc. On pourrait prendre n'importe quel polynôme en puissance de n. On va prendre le plus simple. On va prendre le polynôme suivant. On va considérer p égale à x puissance n. On va calculer la norme 1 de p et la norme 2 de p. Ok? Donc norme 1 de p, on trouve quoi? n1 de x puissance n. C'est l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de xn d de x. Et comme on est entre 0 et 1, hein, x est strictement positif. Et on trouve la valeur suivante, 1 sur n plus 1. Bon, j'espère que vous savez faire une intégrale à ce stade-là. Donc pour n2 de xn, on va trouver du coup l'intégrale entre 2 et 3 de x puissance n, je ne mets pas la valeur absolue hein, puisqu'on est entre 2 et 3. Ça nous donne du coup, entre crochets, entre 2 et 3, x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et on va trouver du coup ici 3 puissance n plus 1 sur n plus 1 moins 2 puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors ici, pour être vraiment carré avec l'idée que j'ai donnée au départ, ce qu'on va faire pour être dans le sens de l'énoncé, on va plutôt mettre les choses de cette façon-là. On va mettre du coup ici n2, n1 ici, on efface ici. Là, c'est juste une question de mise en place. Hein. Ça change strictement rien à l'idée de départ. Donc ici, on a n2 et n1. Ok? Donc maintenant, on va regarder le rapport des deux. n2 de p sur n1 de p. On a du coup ici en bleu n2 de p sur n1 de p, avec p ici, je vous rappelle, qui est égal à xn. Ça nous donne du coup le rapport des deux, et on a cette quantité que l'on va diviser par cette quantité. Ok? Divisons tout ça par une fraction, on va multiplier par l'inverse, et les n plus 1 vont partir. Et on aura quelque chose qui va être égal à 3 puissance n plus 1 moins 2 puissance n plus 1. Ok? On va effacer en bas ici. Et du coup, on va prendre cette quantité et on va un petit peu travailler avec. Je vais mettre 2 puissance n plus 1 en facteur. Ça me donne du coup 2 puissance n plus 1. Facteur de 3 sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Ok? Et cette quantité étant strictement supérieure à 1, et ce pour tout n, on a donc toute cette quantité qui est strictement supérieure à 2 à la puissance n plus 1. Du coup, si on résume, on a n2 de p sur n1 de p qui est supérieur strict à 2 à la puissance n plus 1, qui, lui, quand n tend vers plus l'infini, d'accord, tend vers plus l'infini. Et donc le rapport des deux est divergent. Et cette condition initiale, hein, d'avoir le rapport borné, n'est pas réalisée. Et c'est grâce à ça que l'on va conclure que la norme 1 et la norme 2 ne sont pas équivalentes. Donc retenez un peu cette astuce, hein. C'est quasi exclusivement celui-ci que vous allez utiliser lorsque l'on va vous demander de montrer que deux normes ne sont pas équivalentes. Allez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.